Donc, le service des écosystèmes sont, je pense, familiers probablement pour la plupart des gens dans la salle, bien définis dans l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire. Probablement la meilleure définition vient de ce document. Et donc, je ne vais pas aller dans les détails. On a les services d'approvisionnement, de régulation, les services culturels et les services de soutien. Et nous, on va prendre un certain accent dans ce projet, dans ce cas d'étude, et ça va apparaître au fur et à mesure. Donc, encore, pourquoi on parle de restauration du capital nature? Je pense que comme M. Boeuf a bien mis en évidence hier soir, on est dans un état d'urgence pour l'état des écosystèmes et il y a une dégradation qui est évidente dans tous les rapports qui sortent de toutes les agences internationales et on peut traduire ça par le langage du service des écosystèmes, par une perte de capital nature. C'est utilisé depuis les années 90, je dirais, cette approche par les économistes, disons. Par Costanza, il n'était pas nécessairement le premier, mais une qui a vraiment mis ça en avant pour commencer un dialogue. Gretchen Daly et autres qui utilisent cette façon de parler des écosystèmes. Et donc, les services des écosystèmes et les ressources peuvent être considérés des biens capitaux. Et si on considère l'approche traditionnelle des comptes nationaux ou autres, on n'inclut pas les mesures de diminution des ressources naturelles et l'état de nature. Ce n'est pas inclus normalement dans les comptes traditionnels. Donc, on peut théoriquement réduire notre capital nature, ça peut être dégradé, tout en augmentant notre PIB. Donc, cette façon de parler, c'est une façon de commencer à mettre l'état de l'écosystème dans nos considérations, dans notre approche, dans notre façon de regarder la productivité d'un pays et autres. C'est une approche. Et c'est bien, comme j'ai mentionné, c'est bien intégré, bien imprégné. Maintenant, c'était dans le TIB, dans les rapports économiques sur les écosystèmes, et c'est bien mis en évidence aussi dans le IPBES, dont beaucoup de conférenciers ont déjà parlé. Donc, il est présent et j'ai fait le choix d'utiliser ce contexte comme une façon de travailler avec gens dans d'autres disciplines. On a aussi, depuis TIB et autres rapports, on a aussi le protocole de Nagoya qui met des cibles plus concrètes pour la restauration. On a fait état que les écosystèmes sont très dégradés et ça va en augmentant la dégradation. Donc, on a mis des cibles plus concrètes pour essayer d'aller vers la restauration des écosystèmes et on pourrait dire les biens capitaux associés aux écosystèmes. Et on peut, je pense, utiliser ces cibles aussi dans les projets locaux. Et c'est ça qu'on essaie de faire aussi, prendre en considération ces cibles et les protocoles à l'international pour intégrer à l'échelle locale avec en région ici au Québec. Donc, on parle beaucoup à date de l'état de l'écosystème, la structure, la fonction, et en relation les bénéfices qu'on a de ces écosystèmes. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut parler aussi du contexte humain de ces écosystèmes. Et donc, des individus, les groupes, des institutions qui font un tout autour du contexte écologique. Ce n'est pas seulement, on ne peut pas parler des services des écosystèmes tout seul. Et on peut parler dans ce cas, et ce n'est pas nouveau, c'était utilisé par beaucoup d'études de cas, par le Resilience Alliance en Stockholm. C'est maintenant courant aussi de parler des systèmes socio-écologiques.
Et j'aimerais qu'on utilise dans notre nouveau projet aussi ce cas de recherche, qu'on parle plus d'un système socio-écologique pour prendre en compte justement toute l'interaction avec la communauté et la région et son état. Donc, l'objectif général de notre projet d'étude de cas, c'est vraiment de bâtir un outil participatif et décisionnel pour la région en question, pour Charlevoix et pour la Gaspésie, pour pousser la réflexion sur les enjeux écologiques et sociaux en relation avec le développement régional. Donc, de travailler en place avec les gens, de commencer une conversation, un engagement par les gens et de vraiment bâtir ensemble quelque chose qui pourrait être utile pour eux à court ou à plus long terme. Mais le but final, c'est vraiment, ça pourrait sembler très ambitieux, mais comme on parle ces dernières journées, on est dans un contexte de changements globaux rapides et on parle beaucoup de résilience. Le but final, c'est vraiment de bâtir, augmenter la résilience des communautés et les systèmes socio-écologiques dans le contexte des changements globaux. Ça semble être gros, mais on commence petit, vous verrez. C'est le but final. Donc, développement en premier temps d'un cadre pour la comptabilité des services des écosystèmes. Peut-être la monétisation, on n'est pas rendu là, mais plus comptabilité, juste prendre en compte l'état et les changements dans les services des écosystèmes avec le temps. Dans deux systèmes socio-écologiques, Charlevoix, Bas-Saguenay et Gaspésie. Et à l'intérieur de ces projets, amener un outil qui pourrait aider des décisions pour le développement local. Donc, le premier, la comptabilité des terres, on veut utiliser une approche qui est en train de développer pour le Québec, une approche par l'Institut de statistique du Québec qui utilise le système international de comptabilité des terres. Et on veut utiliser cette approche. Et un des autres premiers volets qu'on va faire, c'est dans ces deux régions, une considération importante, c'est la valeur esthétique du paysage. Les deux régions dépendent beaucoup de l'activité pour les touristes. C'est leur façon de vivre et c'est important pour le développement régional. Et donc, c'est un des premiers services, une des choses qu'on va attaquer en premier. Donc, l'idée à plus long terme, c'est d'intégrer les autres services dans le même cadre, les stocks de carbone, la biodiversité, etc., d'intégrer d'autres services, mais commencer avec ce premier pas sur la valeur esthétique. Donc, je vais peut-être aller plus rapidement sur certaines pour donner un peu plus de temps de discussion. Ça, c'est juste pour parler un peu de la méthode de compte des terres qui est en développement. Il y a un projet de démonstration actuellement dans les Appalaches. Ça va être présenté demain, vendredi, par Stephanie Hude, notre collègue, à 10h45 dans le symposium sur les services des écosystèmes. Donc, pour en savoir plus. Le contexte régional, c'est vraiment intéressant. C'est une des raisons qu'on est là, en Charlevoix. Les gens ont fait déjà en place un gros travail. Ce n'est pas comme on arrive puis on amène tout ce qu'il faut. C'est vraiment les gens en place avec les réserves de l'UNESCO, avec un engagement depuis un certain temps, ont déjà fait un état l'état des écosystèmes et un état socio-économique de la région. Et ça, c'était un document fait justement qui fait état de le système, je dirais, socio-écologique, même s'ils n'ont pas utilisé ce terme, fait en 2009 en collaboration avec la Réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix. Donc, ça, c'est intéressant, ce qu'ils ont identifié, protection de les côtes et principaux bassins versants. Et justement, ça revient très fort, la protection des paysages agricoles forestiers, qui est typique et qui est aussi dans la nouvelle loi sur le management écosystémique pour la protection de qualité visuelle des paysages et aussi très à l'avant dans la réserve de la biosphère.
Donc, je pense que c'est un volet important pour eux. L'état de la forêt, c'est une forêt qui est... on parle de besoin de réhabilitation. C'est dégradé parce que c'est utilisé depuis longtemps, au moins 2 siècles, vraiment utilisé de façon sélective pour enlever certaines essences. Donc, on a raréfaction de certaines essences. Et on est dominé par les essences au début de la succession. Donc, on peut parler dans ce cas, pas nécessairement de quantité de service, mais comment on peut réhabiliter la qualité du service. Donc, c'est quelque chose qui est différent dans notre cas. On ne s'occupe pas juste de la comptabilité, « mais on a moins qu'avant », mais c'est quoi la qualité dans ce forêt, la qualité de la forêt, et comment on peut retourner vers une forêt plus de haute qualité. Et bien sûr, le troupeau de caribous, qui est notre animal emblématique, qui amène beaucoup de monde à considérer des habitats en région, à la fois en Gaspésie, des troupeaux qui sont en déclin et très fragiles, qui amènent des gens à parler beaucoup d'habitats. Et ça mène quand même une conversation. Je crois que même si c'est l'espèce charismatique, c'est important d'avoir cette conversation autour de l'habitat. Et on peut parler un peu, notre thon rouge ici dans la région serait des espèces de fin de succession, comme le pin blanc. On avait des pins énormes dans le temps qui ne sont plus là. Si on voulait parler ça plus spécifiquement, on a la forêt actuelle et la forêt dans le temps, peut-être pas nécessairement Charlevoix, mais il y avait beaucoup de pins blancs, pins rouges, de très grande taille, de fin de succession, des centaines d'années. On n'a plus ça, sauf dans les places qui sont inaccessibles. Donc, comme le thon rouge, on récolte des petits tiges. On a un problème de les utiliser parce qu'ils n'ont pas la même valeur qu'une tige comme ça, et bien évidemment. Donc, ça fait partie des enjeux écologiques de la région, cet état dégradé et les essences qui sont différentes que dans le passé. Socio-économique, on a un contexte, surtout en Charlevoix, où il y a beaucoup de spéculation sur les terres, les prix qui augmentent, ralentissement de l'industrie forestière, donc des emplois. On a quand même une agriculture régionale qui est diversifiée. C'est intéressant, ce sont les premières d'avoir un terroir au Québec, l'agneau de Charlevoix. Donc ça, c'est intéressant comme façon de développer pour eux. Donc, je voulais juste voir la biodiversité québécoise, on l'a aussi à côté de la biodiversité française sur la table. Et c'est très intéressant. Je pense que c'est un héritage aussi français qu'on amène de la France, cet aspect. On a actuellement l'influence du massif qui est énorme sur le reste de la région, ou au moins très proche, et l'effet, le développement immobilier, vieillissement de la population et un flux de gens à la retraite, surtout la région de Montréal, qui ont aussi, donc, ce n'est pas une population jeune qui est là, et des emplois saisonniers, temps partiel. Donc, c'est toutes des choses qui sont bien identifiées par les gens en place. Ils ont fait cette réflexion, okay, et donc ça c'est bon pour nous. Évaluation, donc les premières étapes qu'on voulait faire, évaluation de la valeur esthétique. Il y a beaucoup de questions même philosophiques autour de ça qu'on ne peut pas vraiment aborder aujourd'hui. Il y a plein d'idées. Comment on évalue l'esthétique d'un paysage? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment objectif versus subjectif? Et je crois que oui, c'est très subjectif et il faut parler justement à plusieurs personnes et groupes pour comprendre c'est quoi l'appréciation de paysage d'une certaine région. Et même les gens en dehors de la région pour comprendre l'esthétique du paysage. Je ne suis pas l'expert, on a des experts avec nous qui vont travailler sur ça. Il y a des méthodes qu'on a identifiées, qu'on va appliquer dans ce cas-là par les enquêtes et expériences de choix. Il y a plusieurs façons intéressantes. Elles ne sont pas parfaites et je pense que c'est une méthodologie, une approche qui était beaucoup en évolution encore pour améliorer les méthodes.
Donc, encore la participation dans ce processus, cette évaluation est primordiale. On peut, par exemple, mais en même temps, encore, il y a des comités sur la valeur du paysage qui est déjà fait. Les gens ont regardé le paysage, ils ont identifié les attributs importants. Donc, encore un bon travail de fait. On n'est pas là pour dire quoi faire. On peut, comme groupe de chercheurs, amener plus une participation externe, donc une vue de l'externe sur le paysage. On peut, avec le UT, l'idée serait avec l'UT participatif, essayer de bâtir un consensus local, mais comme Philippe a mentionné ce matin, quand on a beaucoup de perspectives différentes, ce n'est pas évident. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire c'est facile, bâtir un consensus, intégrer différentes perspectives. On sait qu'il y a du travail sur la planche dans les prochaines années. En même temps, on veut bâtir le cadre informatique, le UT d'analyse spatiale à l'échelle du paysage. Donc, comme il y a beaucoup de défis justement pour évaluer la valeur esthétique des différentes perceptions, c'est vraiment complexe. C'est plus complexe que les méthodes qu'on applique. Ça, il doit admettre, c'est une simplification, comme tous les outils de modélisation sont une simplification. Mais sont des outils. C'est une façon de voir et de présenter des scénarios et essayer de mieux comprendre et de encore travailler ensemble. C'est l'idée. Et l'idée de comment les services culturels sont en général moins comptabilisés à date dans les modèles qu'on voit dans les études. C'est plus facile de comptabiliser le carbone, même la qualité d'eau. Biodiversité, c'est complexe. Dominique va en parler. Et un service culturel, c'est même plus complexe. Donc, comment on intègre ça avec les autres mesures qui sont vraiment relativement plus concrètes? C'est un autre défi. Et comment, et peut-être c'est une des choses les plus importantes, comment on peut transférer ça? Est-ce que ça va être utile finalement? Est-ce que l'outil qu'on va développer pour présenter des scénarios, est-ce que ça va être utile? Les gens ont déjà fait ça. Il y a des exemples, par exemple, l'outil Invest par Gretchen Daly en Californie. Engagement de parties prenantes, oui, on a déjà, moi je travaille depuis 3-4 ans. Il faut travailler sur cette partie des scénarios, utilisant un modèle biophysique et peut-être un modèle économique, et un feedback encore pour que les gens utilisent finalement. Il y a une rétroaction pour que les gens utilisent l'outil, ils voient l'utilité finalement de ce qu'on va développer. Et il y a des exemples encore avec Invest, comment on peut présenter des cartes des services des écosystèmes pour avoir une discussion autour d'une table qui va aider une réflexion, c'est surtout pour ça. On a les limitations, on dit qu'on va bâtir un modèle. Les modèles ne sont pas la réponse à tout et les modèles ont leurs limitations, évidemment. Mais ça peut permettre de synthétiser beaucoup d'informations. On a des limitations actuellement, on a besoin des modèles plus dynamiques, plus capables de faire des rétroactions et des interactions, inclure plus de services des écosystèmes, prévoir des seuils critiques, à quel moment on pourrait avoir un tipping point vers un écosystème différent. Ça, c'est très difficile, même dans les sciences fondamentales, comment on met ça dans un modèle. Validation, comparaison des modèles, comme ils font pour le GIAC. Donc, il y a beaucoup d'approches actuellement. Éventuellement, il faut voir comment mettre ça ensemble, comment comparer les différentes approches, comment avancer au front québécois et même international. Pour la contribution, ça c'est notre thème. On doit engager la communauté dans ce cas local et je pense que les gens dans l'équipe sont déjà soit des résidents des communautés ou moi j'ai travaillé par exemple déjà 3-4 ans en Charlevoix pour essayer de bâtir ça, développer un outil qui pourrait être pertinent et à la fois et aussi accessible, augmenter la capacité des communautés à s'engager dans une réflexion, former les gens qui
vont travailler de cette façon interdisciplinaire et avec les communautés. Développement des outils de communication, c'est peut-être un des points les plus importants aussi. Transfert vers qui, ça va dépendre des résultats. Et encore le but final, augmenter la résilience de ces communautés et régions. Ça, c'est l'équipe. On a après les présentations, je pourrais dire qu'on cherche plein d'autres gens qui seraient très intéressants, un philosophe pour travailler avec Barbara, pour la pédagogie, anthropologue. Il y a certainement place pour d'autres disciplines. Et Nancy pilote donc un nouveau projet pour 4 ans et l'Institut nous a donné la base pour partir ce beau projet. Merci. Alors, le juriste intervient souvent pour faire une espèce d'arbitrage de différentes valeurs qui sont reflétées dans des normes. Et là, bien, va donner une importance plus grande qu'une autre, va avoir le rôle, finalement, de donner une importance plus grande dans un cas donné à une norme plutôt qu'à une autre, donc à une valeur plutôt qu'à une autre. Et un exemple de ça, on a parlé quand même abondamment au Québec de la question des milieux humides. Bien, il y a une décision des tribunaux qui a été rendue en 2012, la Cour supérieure, dans l'affaire Atoka de l'érable. Alors, souvent, que peut-être que plusieurs connaissent, j'en doute pas déjà dans la salle, mais pour les projets en milieu humide. Puis essentiellement, c'est une question, disons que la décision n'a absolument rien de surprenant pour un juriste. On a privilégié, le juriste raisonne avec des valeurs qui sont reflétées par des normes. Donc ici, on a tenté, sans vous faire vraiment une analyse juridique qui serait longue à faire ici, mais essentiellement, on a dit au ministère qu'il n'avait pas le droit, dans un cas individuel de délivrance d'un certificat d'autorisation, d'exiger d'une entreprise, puis de retarder, en fait, de retarder le processus de délivrance d'un certificat d'autorisation en lui demandant de donner en compensation des terrains pour les terrains sur lesquels on allait utiliser, elle développait son projet. Ici, c'est un projet pour agrandir une exploitation d'Atoka. J'imagine que c'est celle que l'on voit en venant sur la 20. Peut-être pas, mais en tout cas, on en voit une. Et donc, et dans ce cas-là, la Cour, le tribunal a dit, essentiellement, s'est appuyé sur, entre autres, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et sur son article 6 qui protège le droit de propriété. Donc, et là aussi, c'est une valeur. Donc, le droit de propriété est considéré comme une valeur importante ici au Québec. Et dans ce contexte-là précis, bien, on l'a mis devant la valeur qui est tout aussi importante, théoriquement du moins, qui est véhiculée par l'article 46.1 de la même charte, qui prévoit le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la diversité biologique. Bon, il y a un arbitrage qui a été fait ici. Évidemment, l'arbitrage se faisait aussi sur la base d'autres principes de droit, sur la sécurité juridique notamment, sur d'autres choses d'autres aspects qui sont intervenus. Mais c'est un exemple, finalement, de comment un juriste raisonne finalement devant des normes qu'il doit arbitrer dans un contexte donné. Alors, donc, le rôle du juriste peut être celui-là. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres rôles qui peuvent être mis à profit. Le juriste, c'est son expertise d'arbitrer ce genre de choses à partir des normes existantes. Mais il peut aussi réfléchir sur quelles devraient être les normes existantes. On fait beaucoup ce type de recherche-là du côté des juristes, notamment avec le recours au droit comparé. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Et particulièrement en droit de l'environnement, c'est très intéressant parce qu'on est souvent devant des problèmes qui sont encore
des fois pas toujours, il y a beaucoup d'incertitudes scientifiques, souvent sur le plan scientifique. On a de la difficulté parfois à se faire une idée précise de comment on devrait réglementer. Et souvent, en ayant recours à ce qui se fait dans d'autres juridictions, on peut avoir des idées pour faire avancer la réglementation comme telle. Alors là, je vais vous parler plus précisément donc d'un projet de recherche multidisciplinaire. Évidemment, ça porte sur les sols contaminés, donc c'est la raison pour laquelle, évidemment, c'est en lien avec la diversité biologique. On doit nécessairement, quand on parle de restaurer des milieux dégradés, parce qu'on y a rejeté des contaminants dans le passé, bien, nécessairement, on doit faire un lien avec les différents principes dont on a parlé, puis particulièrement celui de la diversité biologique. Alors ici au Québec, on sait que c'est un problème quand même important. On en parle un peu moins maintenant. Il y a eu des périodes dans les années 80-90 où c'était un problème beaucoup plus... qui faisait la manchette beaucoup plus souvent. Mais il n'en demeure pas moins qu'on a à l'heure actuelle encore 9035 dossiers qu'on appelle, où ce sont des terrains qui sont considérés contaminés. Bon, certains ont été restaurés. Là, le répertoire officiel contient aussi ceux pour lesquels on a entrepris des travaux de restauration. On a maintenant un cadre légal, je vais en parler demain, je fais une autre présentation demain dans le cadre du colloque qui est annoncé là, les 40 ans de la loi sur la qualité de l'environnement. Mais je décris dans ma présentation de demain le cadre légal tel qu'il a cheminé au fil des années, donc je ne le ferai pas ici. Mais on a un cadre légal qui favorise la décontamination, qui la prévoit, qui l'oblige dans certaines situations précises, mais pas dans tous les cas. Il n'y a pas une obligation générale de décontaminer les sites qui le sont ici en droit québécois. Ce qui fait que c'est la raison pour laquelle on a évidemment encore des dossiers et d'autres qui s'ajoutent. Donc, on a quand même un problème parce qu'un sol qui est contaminé peut conduire, évidemment, par la migration de la pollution, notamment, à la contamination, évidemment, de terrains adjacents. Et ça peut, évidemment, mener à des problèmes de santé publique. Donc, c'est un problème qui est très sérieux. Alors, là, sur lequel, pour faire, parce que le temps file et je dois quand même procéder un peu plus rapidement, le projet sur lequel je travaille s'appelle le projet Génorem. C'est un projet qui réunit 16 chercheurs et on travaille. C'est un projet d'abord scientifique où c'est beaucoup des biologistes, en fait, qui travaillent, des personnes qui travaillent sur la génomique environnementale. Et c'est dans le but de développer une méthode de décontamination, une approche par les arbres. En fait, ça se fait, il y a beaucoup d'expériences de ce type-là qui se font en Europe. Il y en a aussi aux États-Unis, il y en a aussi au Canada, ça commence du moins. Et ça s'appelle en fait, la méthode, c'est la phytoremédiation, qui est souvent combinée avec la bioremédiation, donc qui vise à essayer de décontaminer par des bactéries, en fait. Alors, évidemment, les techniques usuelles jusqu'à maintenant au Québec de décontamination ont plus été d'excaver et d'aller entreposer des sols ou de les traiter ailleurs. Et donc, c'est dans cette optique-là que je suis amenée à réfléchir sur le projet de recherche parce que le cadre légal actuel favorise d'une certaine façon, parce que ce sont les méthodes qu'on a prévues finalement, favorisent l'excavation, puis l'enfouissement ailleurs ou le traitement de ces sols-là. Par contre, on peut se poser la question, bien sûr, est-ce que c'est un cadre légal? C'est sûr qu'il a convenu à une certaine époque, mais est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à d'autres moyens? Parce que est-ce que c'est la meilleure façon de fonctionner dans tous les cas lorsqu'on regarde les différents principes au niveau de la loi sur le développement durable? Et un des aspects donc, que je suis appelée à regarder sur le plan de la recherche, et je ne vous livrerai pas ici des résultats de recherche comme tels, on est en train de le faire, mais c'est de réfléchir sur, bien, justement, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'aller plus loin pour favoriser, est-ce que notre cadre légal est suffisant pour chercher à introduire d'autres techniques de réhabilitation qui pourraient être intéressantes dans une perspective de développement durable. Alors, quand on parle de bioremédiation, de phytoremédiation particulièrement, bien, on fait appel à des arbres pour décontaminer.
Évidemment, toute méthode comporte des avantages, des inconvénients. Il faut analyser à la fois qu'est-ce qu'on ajoute à l'environnement. Il n'y a aucune méthode qui est en elle-même innocente. Il faut regarder quels sont les risques impliqués, où se retrouvent les contaminants, qu'est-ce qui va arriver, comment on va les gérer, les contaminants, s'ils se retrouvent dans les feuilles. Il faut faire quelque chose avec ces feuilles-là. Est-ce qu'on va les brûler? Qu'est-ce qu'on fait avec les contaminants? Donc, tout ça, dans le cadre de ce projet-là ici. Donc, ce sont des questions qu'on est appelées, et là, vous avez vous voyez les expérimentations sur le terrain, donc par rapport à, ce sont des saules qui sont plantés. Ce sont des questions qu'on est appelé à regarder dans le cadre de la recherche du groupe GELS, donc pour les aspects éthiques, légaux, sociaux. On regarde que certains aspects de ces économiques aussi. Malheureusement, on n'a pas d'économistes sur notre projet, donc on aimerait bien en avoir un. Mais on regarde l'ensemble, certaines questions qui se posent à l'intérieur de l'ensemble de ces questions-là. Et sur le plan juridique, donc, il y a un aspect qui est vu également dans le projet de recherche, qui est le développement d'une méthodologie pour analyser les risques impliqués, mais qui est ici plutôt une approche d'analyse de durabilité, donc qui se fonde sur les 16 principes du développement durable. Alors, quand on regarde l'ensemble des principes et qu'on applique cette phase-là de la recherche, je vais essayer de développer un outil pour comparer entre elles les différentes techniques de réhabilitation des sols. À l'aide des 16 principes du développement durable, on peut voir que dans certains cas, évidemment, et chaque cas est unique parce que chaque site a ses caractéristiques particulières, chaque site à restaurer est particulier, mais parfois, pour appliquer la meilleure méthode, il faut probablement réfléchir en amont avant d'élaborer le plan de réhabilitation, puis au lieu d'automatiquement toujours y aller en vertu des méthodes qui ont déjà été réglementées par le droit, c'est essentiellement donc les sites d'enfouissement des sols contaminés, peut-être qu'une approche qui est davantage, qui consisterait par exemple à planter des arbres qui permettent peut-être pas une décontamination aussi efficace que l'excavation et l'enfouissement ailleurs. Par contre, ça a l'avantage qu'on ne crée pas, on ne reporte pas le problème ailleurs sur le plan sur le territoire. Et peut-être que c'est mieux que de ne rien faire avec un site aussi, de planter des arbres en espérant que la contamination organique va se dégrader tranquillement, donc à l'aide de ces arbres-là. Alors, c'est ce qu'on effectue. Sur le plan légal, je veux simplement faire remarquer ici qu'en France, on a dans la loi Grenelle, et qui a peut-être une valeur normative assez faible à l'heure actuelle, mais il y a quand même une disposition assez étonnante et intéressante pour quelqu'un qui travaille sur la phytoremédiation. La loi dit « Les techniques de dépollution par les plantes seront de préférence utilisées ». Alors, c'est quand même assez intéressant. C'est qu'il y a quand même toute une réflexion. Au Québec, on est en train de réfléchir, puis on cherche à développer sûrement, favoriser l'utilisation de méthodes in situ. Alors, la phytoremédiation en est une. Il y a beaucoup d'autres méthodes in situ. Puis, mais ce qui est intéressant, c'est sûrement d'aller vers le développement de nouvelles technologies qui pourrait peut-être, sur le plan également du développement durable, favoriser une restauration d'un nombre plus grand de sites, parce que, évidemment, la question de la restauration des sites est souvent une question de coût. Ça coûte très cher décontaminer un sol avec les techniques existantes, les techniques qui sont généralement utilisées, comme l'enfouissement. Il y a beaucoup de coûts économiques. Il y a un coût environnemental aussi, très souvent. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas imposé sur le plan législatif une décontamination automatique de tous les sites. C'est quand on veut réutiliser un site, quand on veut changer l'utilisation d'un site qu'on doit décontaminer, éventuellement caractériser décontaminer. Mais on pourrait peut-être favoriser une plus grande décontamination en ayant recours à un éventail plus grand de techniques. Alors, sur le plan de la recherche plus légale, alors le lien entre développement durable et biodiversité, je le vois ici dans
les suggestions qu'on peut apporter aux législateurs à considérer un plus grand éventail éventuel, à privilégier le recours à un plus grand éventail de techniques, évidemment pas juste le législateur, mais aussi les intervenants sur le terrain. Et également, donc, le droit peut intervenir à ce niveau-là, ou en tout cas, on peut essayer de modifier le droit. Également, bien, il est certain que comme pour toute technique, bien, il faut aussi s'interroger à qu'est-ce qui devra être éventuellement encadré sur le plan normatif dans l'utilisation d'une technologie comme celle-là. Qu'est-ce qu'on fait, encore là, qu'est-ce qu'on fait avec les plantes contaminées, le cas échéant. Hein? La contamination va se retrouver quelque part, va être mobilisée parfois pour la contamination inorganique. Alors, il faut penser à l'ensemble du processus et faire un traitement qui soit conforme à l'idée de développement durable et à la diversité biologique. Et on peut penser donc à l'élaboration d'outils juridiques. Donc, pour conclure, c'est un peu ce que sur une équipe multidisciplinaire, c'est un peu ce que le juriste, du moins dans un premier temps, peut apporter, surtout quand on parle d'une technologie qui est encore à l'état expérimental essentiellement, qui est peu développée, mais qui est quand même prometteuse à bien des égards. Le juriste permet finalement de regarder où en est le cadre normatif, comment cette technologie-là peut être perçue à l'intérieur du cadre normatif, qu'est-ce qu'il conviendrait éventuellement de modifier. Et comme je le disais, l'outil le plus utile dans cette démarche-là est par le biais du droit comparé. Donc, j'aurais beaucoup de choses à vous dire éventuellement sur... on a fait certaines recherches au niveau du droit comparé, mais s'il y a des questions après, ça me fera plaisir de vous en parler. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon, je suis un biologiste et puis ce qui m'a amené à être biologiste, c'est vraiment l'intérêt pour la nature et les animaux, tout simplement. Et donc, même si je trouve que la biodiversité a un grand intérêt scientifique, ce n'est pas l'intérêt scientifique de la biodiversité qui m'a amené à m'y intéresser, mais plutôt des intérêts personnels et en fait très subjectifs. Je fais beaucoup de travail de terrain, mes étudiants aussi en font beaucoup, puis également de la modélisation pour synthétiser les informations qu'on a et puis pour essayer de faire de la prévision également. Le regard que je porte sur la biodiversité est assez orienté taxonomiquement parce que je m'intéresse surtout aux mammifères et aux vertébrés de manière plus générale. Puis il est aussi orienté assez géographiquement parce que je m'intéresse surtout aux environnements nordiques. Et puis les questions qui m'intéressent au début étaient surtout des questions liées au comportement animal. Et puis ça s'est élargi au fur et à mesure que ma carrière a progressé puis que ma curiosité a pris le dessus sur mes premières formations. Et maintenant, je m'intéresse à la structure, au fonctionnement des écosystèmes, à la conservation des écosystèmes, à la biodiversité au sens large, puis aux impacts des changements globaux, comme par exemple les changements climatiques. Alors, vous voyez quelques photos d'animaux, est-ce qu'on a un petit pointeur? Oui. D'animaux qui sont étudiés par moi ou mes étudiants, des renards, des loups, des carcajous, quelques photos de terrain, et puis des environnements ici dans le Grand Nord canadien, dont je vais parler un peu par la suite. Donc ça, c'est le premier tour d'horizon très rapide de mon angle de vue. Ensuite, la deuxième chose que je voulais vous montrer, alors ça, c'est un complément avec une carte du Canada qui montre les endroits où on travaille, qui sont assez diversifiés, mais surtout dans le nord du territoire. Mes étudiants vont pendant des mois sur le terrain. Certains, dans un doctorat ou même une maîtrise, peuvent passer une année ou plus au total sur le terrain. Et puis, on travaille aussi dans le Bas-Saint-Laurent et dans le Québec d'une manière plus générale. Alors, voici un résumé très rapide de certains éléments propres à la biodiversité nordique et qui sont très pertinents quand on pense à réfléchir au développement durable. Ici, vous avez un graphique qui est très connu, qui vient de l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire, dans lequel on a, pour un certain nombre de biomes, dont la liste est ici, le pourcentage de surface des sols qui a été converti, en général par l'agriculture, pour une utilisation par les humains. Et vous voyez que la plupart des grands biomes ont été au moins à 50% complètement convertis. Et quand on regarde autour de nous, ici, c'est ce qu'on aperçoit, les terres ont été beaucoup changées. Par contre, la forêt boréale et la toundra, qui dominent les environnements nordiques, eux n'ont à peu près pas été convertis. Et quand on va dans ces milieux-là, le sol est très ressemblant à ce qu'il a été depuis des milliers d'années.
Donc, ce sont des environnements qui sont presque intacts quand on les regarde, en tout cas de manière assez superficielle. En même temps que je dis ça, on a dans les environnements nordiques, on sent le grondement de l'humanité qui rejoint ces environnements-là, même s'il y a peu de monde. Par exemple, vous voyez ici la décroissance de la superficie de la banquise à l'étendue minimale en septembre, puis vous voyez une diminution extrêmement rapide, on bat des records très régulièrement, qui sont présents dans les journaux. Donc, et ça, c'est dû à des activités humaines qui se passent beaucoup plus au sud. Je pourrais prendre d'autres exemples. Par exemple, chaque année, il y a environ 200 tonnes de mercure qui sont exportées vers l'Arctique à cause de nos activités plus au sud. Donc ça, c'est un contraste très important entre une empreinte écologique sur le terrain qui est apparemment assez faible, mais un impact des changements globaux qui, lui, est très, très important. Puis en termes de développement durable, ça pose déjà des questions qui peuvent être intéressantes à discuter. Une autre caractéristique importante, c'est qu'on voit un développement très rapide des industries d'extraction des ressources énergétiques, des ressources minières. On voit des mines énormes qui sont en train de s'ouvrir, des bateaux gigantesques, des chemins de fer qui sont en train de s'installer dans la toundra. Et ça, ce sont des changements vraiment radicaux qui transforment beaucoup, beaucoup ces milieux, et très rapidement. Un autre élément que je voulais soulever, c'est que les populations autochtones sont très, très vivantes, très présentes dans la plupart des environnements nordiques. Elles ont des cultures très vivantes qui s'érodent vite également, mais qui sont encore très vivantes. Et puis un certain pouvoir politique quand même assez important également. Et ça vient teinter aussi ce que je vais dire par la suite. Puis finalement, il y a également des espèces, comme par exemple l'ours polaire ici, très charismatiques, puis qui sont beaucoup utilisées pour véhiculer toutes sortes de messages sur l'environnement dans ces régions-là. Donc ça, c'est mon introduction sur les environnements nordiques. Puis à partir de là, maintenant, alors j'ai réfléchi à deux grands thèmes qu'on développe aujourd'hui, le rôle des universitaires dans ce lien entre développement durable et biodiversité, et puis également les différents regards qu'on peut porter sur ce lien-là. J'ai réfléchi aux deux en même temps, puis l'approche que j'ai utilisée, comme je vous ai dit avant, c'est une approche très simple où je vais prendre 4 activités dans lesquelles je suis impliqué en fait maintenant. Pour chacune d'elles, je vais faire des choses cette semaine probablement. Et puis je vais expliquer comment je vois ça, les questions que je me pose, comment je vois mon rôle d'universitaire. Et il y aura beaucoup d'interrogations un peu philosophiques autour de tout ça. Alors d'abord, je vais parler d'une activité qui se passe à l'échelle internationale, un gros rapport sur lequel j'ai travaillé dans les dernières années, dont la synthèse va être publiée à Kiruna en Suède la semaine prochaine. Donc c'est très actuel. Le deuxième sujet, c'est le plan Nord. Madame Marois, hier, a fait des annonces là-dessus pour la suite du plan Nord, donc ça aussi, c'est très actuel. Je me pose des questions là-dessus. Le troisième, c'est un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs années sur les effets des changements climatiques sur la biodiversité du Québec. Puis en ce moment aussi, je travaille chaque semaine là-dessus pour faire quelque chose qui, à mon avis, est lié au développement durable, mais j'en parlerai après. Puis finalement, cette semaine aussi, il faut que je travaille sur un autre point ici, qui est le développement d'aires protégées dans le Bas-Saint-Laurent. Et chacun de ces exemples-là m'amène à me poser des questions comme expert des écosystèmes, de la biodiversité, en particulier nordique. Et si j'ai le temps, j'aurai un 5e exemple à la fin, on verra. Alors, le premier, le Arctic Biodiversity Assessment, c'est un gros rapport, comme on en connaît maintenant plusieurs dans le domaine de la biodiversité, qui tente de faire le point sur l'état et les tendances de la biodiversité de l'Arctique à l'échelle mondiale. C'est un rapport qui a été commandé par le Conseil de l'Arctique. C'est un forum intergouvernemental de haut niveau. Ses activités principales concernent la protection de l'environnement arctique et aussi le développement durable comme moyen d'améliorer le bien-être économique, social, culturel des peuples du Nord. Donc, c'est le Conseil de l'Arctique qui a commandé ce rapport, puis ensuite, ça a filtré dans la communauté internationale. Puis moi, je me suis impliqué comme un des experts pour travailler sur ce rapport. Alors, la synthèse, on vient tout juste de la terminer. Elle va, comme je disais, être publiée la semaine prochaine. Et puis, vous voyez, il y a une grande liste d'auteurs principaux. Et puis, chacun de nous, comme auteur principal, on s'est adjoint des auteurs contributeurs qui nous ont alimenté en information. Et ça fait comme une pyramide pour arriver à faire ces synthèses-là. À la fin de ce travail-là, on a aussi produit des recommandations qui vont être présentées aussi la semaine prochaine à un ensemble ministériel qui va se réunir. Et parmi toutes ces recommandations, j'en ai choisi une qui avait trait à l'exploitation pétrolière. Une de nos grandes craintes comme biologistes, c'est que dans les eaux arctiques, s'il y a une nappe de pétrole qui se déverse quand il fait moins 40, qu'il fait noir et qu'il y a de la glace partout, on peut à peu près rien faire. Donc c'est une de nos grandes craintes et on avait indiqué qu'il fallait vraiment mettre
un frein à cette exploitation-là. Puis, au fur et à mesure que le rapport a cheminé, au Canada, il a été particulièrement scruté à la loupe. Et finalement, notre recommandation, qui était assez simple au début, est devenue quelque chose de très compliqué, grammaticalement assez informe, mais qui fait plaisir à peu près à tout le monde. Et ça, moi, ça a été ma confrontation à la frontière de la politique et de la science, peut-être. Mais j'ai appris à travers ça quel pouvait être le rôle d'un universitaire, c'est-à-dire d'évaluer des connaissances existantes. Vous voyez ici une de nos réunions, de nos nombreuses réunions, de synthétiser des connaissances, de les rendre accessibles, et puis également d'apprivoiser cette frontière-là et de naviguer un peu dans cette frontière-là pour faire passer un message. Mais vous remarquez qu'ici, j'ai parlé d'aucun résultat de mes recherches, j'ai plutôt agi comme un expert en rassemblant de l'information. Mais c'est une contribution au développement durable que je jugeais importante de faire, dans laquelle je me suis investi. Le deuxième exemple, cette fois-ci, on est à l'échelle du Québec. Et là, je vais vous parler du Plan Nord. Vous savez que le Plan Nord, on a beaucoup entendu parler dans les dernières années parce que le gouvernement libéral en avait fait, le premier ministre en avait fait un dossier très, très important pour ce gouvernement-là. Et dans ce Plan Nord, il y avait certaines indications très fortes qu'il y avait une volonté de conservation de la biodiversité qui ont eu un retentissement à l'échelle internationale parce qu'il y avait des éléments très forts comme l'idée de consacrer 50% de la superficie du territoire du Plan Nord à la conservation, etc. Et moi, je ne travaille pas beaucoup dans le nord du Québec, donc je n'ai pas aucun résultat de recherche très pertinent de manière très précise à la conservation du nord du Québec. Par contre, ça fait 10 ans que j'étais titulaire d'une chaire en conservation des écosystèmes nordiques, qui maintenant est une chaire en biodiversité nordique. Alors là, je me suis dit, si moi, je ne dis rien, je ne contribue aucunement, vraiment, je me sens coupable de ne pas, comme universitaire, donner mon grain de sel. Mais par contre, personne n'est venu me voir ou me dire « bon, on a besoin de toi ». Donc là, j'ai petit à petit, à force de participer à des symposiums, des journées, des réunions, etc., je me suis engagé de plus en plus. J'ai écrit un mémoire avec mes étudiants, etc. Puis finalement, également un article pour que un article scientifique, la communauté internationale des scientifiques comprenne ce qui se passe, soit prête aussi à réagir si on lève un drapeau, peut-être dans 1 an ou dans 5 ans. Et même à parler parfois à certains ministres lorsqu'ils passaient dans la région. Et là encore, c'était mon rôle d'expert qui prenait le dessus par rapport à mon rôle de producteur de nouvelles connaissances. Mais je trouvais que c'était ma responsabilité comme universitaire de mettre du temps là-dessus. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Le troisième exemple, qui lui est un peu différent. Alors bon, rôle dans ce cas-là de réflexion, d'analyse critique. Et toujours ce souci de rendre accessibles les réflexions, mais aussi de les faire entendre parce que c'est deux choses très différentes. On a beau réfléchir, écrire des choses, mais si personne ne les lit, ça ne sert à rien. Et puis les faire entendre, ça veut dire s'aventurer dans des domaines qu'on connaît moins, écrire un article dans un journal, solliciter une entrevue à la radio ou un communiqué de presse. Et ça, c'est un terrain que je connaissais un petit peu moins. Le troisième exemple, effet des changements climatiques sur la biodiversité dans notre gestion des espèces, des écosystèmes. La prise en compte des changements climatiques, on en a parlé depuis hier soir, c'est maintenant très important. Et depuis 2007, j'ai dirigé un projet sur les effets des changements climatiques sur la biodiversité du Québec, qui visait à faire un petit peu le tour de la question, surtout en faisant de la modélisation des répartitions actuelles et futures des espèces. Et j'ai eu des subventions du CRSNG, etc., pour faire ce travail. Mais assez vite, c'était dans le cadre des activités du consortium Ouranos, et assez vite, je me suis rendu compte que mon rôle devait aller plus loin que simplement produire des connaissances, écrire des articles scientifiques, si je voulais que la contribution ait un impact en termes, au sens large, de développement durable, donc de contribution à la marche un peu de la société. Donc là, en plus de faire tout le travail technique de modélisation et de récolte de données, de publication, que j'étais d'ailleurs en partie pas capable de faire. J'ai engagé un biostatisticien pour ça. Mais j'ai aussi beaucoup passé de temps à réunir, à organiser des discussions entre des universitaires, des différents représentants gouvernementaux et puis des ONG qui contribuent à la conservation de la biodiversité au Québec. Et ça a été quand même une partie importante de mon travail. Et maintenant, une autre partie de mon travail, c'est de rassembler tout ce qu'on a fait dans un format qui est, là encore une fois, assez accessible. Donc là, je travaille sur un livre en français qui va, où je fais toutes sortes de compromis, où j'ai l'impression de simplifier trop les choses bien souvent, mais pour que ce soit, pour rendre tout ce qu'on a fait accessible.
Et ça, je considère que comme universitaire aussi, c'est un rôle important de contribution au développement durable. Le quatrième exemple, qui va être plus rapide, dans le Bas-Saint-Laurent, on a en ce moment des consultations pour augmenter le pourcentage d'aires protégées. La Commission régionale des élus organise toutes sortes de rencontres. Puis ça, je n'avais pas le temps de m'occuper de ça. Au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire avec le travail, la famille et toutes les autres choses. Donc là, j'ai dit non, ça, je ne m'en occupe pas. Puis là, les gens me sollicitaient. Et finalement, la veille de la rencontre à Rimouski, j'ai appelé timidement la conférence des élus en disant « Bon, si vous avez de la place, je vais venir peut-être faire une intervention. » En me disant « J'espère qu'il n'y a plus de place. » Finalement, ils m'ont dit « Ben oui, venez à 17 h. » Donc là, le soir, j'étais obligé de travailler. Puis finalement, j'ai, de manière un petit peu imprécise, parlé de l'importance des aires protégées, des bénéfices à long terme, des services écologiques et puis également de l'environnement, du contexte global dans lequel s'inséraient ces initiatives régionales. Donc, ça a été ma contribution assez modeste, mais c'était en gros par souci de sentiment de culpabilité presque face aux choses qui se passaient dans ma région et face à mon expertise. Alors, bon, ça, c'est pas utile que je vous le montre, mais là, je sentais que mon rôle, c'était d'être au moins à l'écoute. Là, c'était à la porte de chez nous. J'entendais tous les matins à la radio les forestiers qui disaient « On va supprimer des emplois si vous faites… » Moi, je me disais, ça ne se peut pas qu'on entende qu'eux. Donc, je voulais apporter un autre point de vue et apporter un contexte et aussi des arguments. Donc, ces 4 exemples-là, comme vous voyez, ça a été ma manière à moi de faire un certain pont entre développement durable et biodiversité via mon expertise. Mon 5e exemple, je ne vais pas le détailler, mais je vais juste montrer quelques photos. Si madame, l'anthropologue de ce matin était là, j'aurais gardé plus de temps pour ça. Mais dans l'Arctique, le Haut-Arctique canadien, les populations inuites sont très présentes. En fait, c'est elles qui décident si je fais mes recherches ou pas, parce qu'elles doivent signer mes permis. Donc, j'ai un grand intérêt à communiquer avec et à ce qu'on se comprenne. Mais aussi, les chasseurs, surtout, connaissent beaucoup de choses que je ne connais pas sur les animaux que j'étudie, comme les renards arctiques. Alors, par exemple, je mets des colliers émetteurs à des renards arctiques pour les suivre sur la banquise. Les Inuits n'aiment pas ça. Eux, tuer un animal, c'est correct, mais jouer avec, mettre des petites boucles d'oreilles rouges et vertes, ils trouvent que c'est vraiment irrespectueux. Donc, il y a un peu une source de tension. Également, ils ont beaucoup de connaissances à une échelle beaucoup plus grande que moi. Eux, ils sont là l'hiver, ils vont en motoneige beaucoup plus loin que moi. Donc, ils savent plein de choses. Et pour moi, c'est intéressant de communiquer avec eux pour enrichir le travail que je fais et échanger. Alors, voici quelques photos sur l'île Bilot où je travaille. Puis, j'ai une étudiante qui… alors bon, ça, c'est juste pour illustrer le fait que ces gens-là ont une connaissance ancrée dans le passé, mais qui est actualisée chaque jour au travers de leurs activités. Et voilà, Catherine, une de mes étudiantes, qui avait une formation à la fois en anthropologie et en biologie. Et j'ai plusieurs étudiants qui travaillent sur les savoirs traditionnels qui sont extrêmement impliqués personnellement. Elle a passé 1 an là-bas, elle est capable de parler maintenant en Inuktitut à la radio. Vincent, un autre de mes étudiants qui fait son doctorat, vient d'avoir un bébé il y a 2 semaines, et puis son 2e nom, c'est un nom en Inuktitut. Alors, c'est vraiment des gens très personnellement impliqués dans ce qu'ils font. Et puis, à travers tout le travail qu'on a fait, il y a des vieux édentés, là, pour reprendre le terme de madame ce matin, mais également des plus jeunes, des hommes et des femmes. Et ce travail-là, c'est un peu une direction vers le développement durable, dans le sens où l'échange entre les savoirs des communautés locales, surtout autochtones, et des scientifiques, sont à la fois extrêmement intéressants, mais difficiles parce qu'on vient de planètes assez différentes. Mais je voulais l'évoquer ici, et mon rôle d'universitaire, je le conçois comme beaucoup d'ouverture d'esprit, mais aussi toujours avec un sens critique, et également de trouver ma place dans le tumulte. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans le Nord, en ce moment, j'en glissais un mot avant, le développement se fait à la rapidité de l'éclair, et les plus gros bateaux du monde sont construits en ce moment pour transporter les minerais de fer des endroits près d'où je travaille jusqu'à Rotterdam, des grandes lignes de chemin de fer qui sont construites, etc. Puis là, j'ai à peu près terminé pour indiquer en conclusion que le rôle des universitaires, je le vois comme extrêmement varié. Je le vois surtout comme un devoir de sortir de la tour d'ivoire, ce que je trouve extrêmement difficile à faire pour 2 raisons principales. La première, c'est que quand on est prof d'université, on a tellement une belle vie, on a toujours presque raison avec nos étudiants, même quand on n'a pas raison, ils font comme si on avait raison. Quand on parle avec les autres spécialistes de notre domaine, on se connaît bien, on évite de toute façon les sujets de désaccord souvent, ou bien on utilise un langage tellement similaire qu'on est bien ensemble.
Mais dès qu'on sort, là, on est un nobody et puis on retombe à zéro. Alors, c'est très inconfortable et la plupart de mes collègues qui ne veulent pas parler à la radio, en général, c'est vraiment pour ça, parce qu'on a toujours peur de paraître pour un idiot et de sortir de notre piédestal. Mais la deuxième raison, c'est aussi qu'on perd beaucoup de temps en s'occupant de développement durable. Ça ne bénéficie pas beaucoup à notre carrière. Ce qui est important, c'est d'écrire des articles, d'être performant, et c'est un frein extrêmement important à tout ce qui nous tasse un petit peu d'un côté ou de l'autre. Et c'est toujours un dilemme entre le sens des responsabilités et le sacrifice qu'on fait dans notre carrière, presque. Puis là, je mets les choses un peu à l'extrême volontairement, mais c'est ce que je ressens quand même. Et donc, on a toujours ce frein-là. Et ce qui est assez ironique, c'est que ce frein-là, c'est en bonne partie le même que vivent à peu près tout le monde, que ce soit des gens qui travaillent à la tête d'une compagnie ou bien dans n'importe quel autre métier. On trouve que c'est extrêmement important, toutes ces questions de développement durable, qu'il faut faire quelque chose. On ne veut pas non plus trop sacrifier dans nos acquis et puis dans notre cheminement personnel, et donc ça nous freine beaucoup. Et moi, je ressens ça avec beaucoup chaque jour, en fait, beaucoup d'intensité. Et reste à décider ce que l'on veut faire de notre vie, qu'on soit scientifique ou pas, mais cette conclusion-là est le message principal qui est ressorti de ma réflexion quand je pensais au rôle des universitaires, au développement durable et à la biodiversité. Et puis, comme je vous ai dit, c'était plus un témoignage qu'une analyse que je voulais fournir aujourd'hui. Voilà. Merci.